Vous ne commencez pas par la périphérie. Vous ne commencez pas par... avant de comprendre la règle, il faut comprendre le sens de la règle. Parce que sinon, on applique des règles et ça ne nous protège pas. Si vous appliquez une règle sans la comprendre, la règle ne vous protège pas. Elle est simplement une forme de votre comportement. Il faut comprendre les règles. Il faut comprendre pourquoi on prie. Aujourd'hui, il y a un déficit en France et en Europe de la compréhension de ce qu'on fait. Parce qu'il y a eu à un moment donné l'explication c'est haram, c'est halal, et donc on se protège là derrière. Il faut vraiment insister sur la compréhension des choses. La compréhension des choses ici, c'est vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on le fait, et avoir un engagement. Deuxième des choses, donc la compréhension. Deuxième des choses, c'est que dans l'éducation, qu'est-ce que c'est? Servir des gens, qu'est-ce que c'est? C'est de leur donner une valeur. Leur donner une valeur. Et donner aux gens une valeur, vous ne pouvez pas nourrir le sens d'être bon musulman si vous donnez l'impression aux gens, isole-toi, tu as de la valeur parmi nous, mais tu n'en as pas ailleurs. Ça, c'est pas bon. Tu as de la valeur parmi nous, mais tu as de la valeur ailleurs. Et la valeur, c'est qu'est-ce qu'elle va être la valeur ajoutée de ta solidarité, de ta présence humaine, là où tu es. Et ça, c'est vraiment, vous savez, c'est quelque chose qui est totalement naturel. On a toujours besoin d'être valorisé, parce que il faut faire attention à l'ego, mais il ne faut pas négliger l'ego. Oui, il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans l'ego, mais il ne faut pas faire comme si on n'avait pas d'ego, qu'on n'avait pas quand même un besoin d'avoir une valeur, d'être apprécié. Donc il faut que notre travail soit aussi apprécié par la société alentour. Ça veut dire par exemple s'engager pour des causes qui sont des causes de l'environnement, des causes de la justice, des causes de quoi que ce soit dans l'environnement. Mais il faut faire attention à ça. Ne jamais se soumettre au regard des gens, ne jamais négliger le regard des autres. Ne jamais se soumettre au regard des gens, mais ne pas négliger le regard des autres, au sens où ça vous donne une valeur, une présence dans la société. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez à faire. Et le dernier élément dans cette partie, par rapport à ce travail de leader que vous devez avoir, aussi, c'est en même temps réussir à trouver à l'extérieur de la communauté musulmane, avec des personnes qui sont des concitoyens, et puis savoir aussi établir des liens, être celui ou celle qui peut parler. Et ça demande quoi? C'est un élément sur lequel j'ai envie de vous insister énormément. Vous avez étudié ici en Turquie, vous avez accès à la langue arabe par la force des choses. Il y a une chose dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des traducteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de l'arabe à l'arabe, du turc au turc, ou de l'arabe au français ou du turc au français, de traduire les mots dans leur sens qui est juste. Nous devons décoloniser la terminologie musulmane et nous la réapproprier. Bon, c'est un travail, moi je fais depuis 30 ans. À votre niveau, vous, là où vous êtes, il faut que vous amplifiez, que vous approfondissiez ce travail. On a un vrai problème de terminologie. Alors bon, moi j'ai pris les grands mots, c'est-à-dire sharia, djihad, tout ça. Dans les derniers livres sur le génie de l'islam, j'ai essayé, ça fait longtemps, j'ai commencé ça il y a longtemps, mais aujourd'hui on a besoin de... Voilà, par exemple une chose comme ça, au niveau académique, comme je suis avec des gens dans le milieu anglophone, et que je parle des Mutakallimin par exemple, et qui ont dit théologie, je dis non, attention, il faut qu'on se mette d'accord, et on repositionne le champ lexical, la terminologie, la définition. Ça, c'est un travail que vous avez à faire. Vous êtes équipé pour faire ça. Là, Foucault disait, la langue, c'est du pouvoir. Qui a le pouvoir de la langue a aussi le pouvoir d'installer les termes du propos, les termes du discours. Et donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on les gêne. On a tellement étudié la question de la laïcité que maintenant, on sait ce que c'est. Et donc maintenant, vous n'avez pas de la faire à l'envers, on sait. Et donc, maintenant, on commence à devenir plus dangereux. Dès que vous avez acquis la langue, vous devenez dangereux pour celui qui paraît sans vous. Mais quand vous parlez en votre nom, les termes du rapport de force ont changé. Allahu a'lam, wa a'lam, wa a'lam. Je vais rester dans mon temps ou... Ça va? Merci. On va poser une question à l'oral, qui n'est pas une intervention. Ah non, c'est comme vous voulez. Moi, je pensais que vous ne vouliez pas à l'oral pour pouvoir maîtriser les propos. Je plaisante. On va à l'oral, est-ce que vous avez fait pour
Donc les deux. Où sont les écrits? Il y en a qui ont déjà écrit leurs questions. Donnez-moi les questions écrites et puis en même temps on prend celles qui sont orales. Vous prenez-vous les questions écrites et vous, hein? Maintenant on va faire plus de temps à récolter les questions que les poser. D'accord, j'ai compris l'ensemble de la question. Mais ce que j'aimerais juste savoir, c'est que quand vous retournez, vous pouvez être lié avec des institutions qui sont liées au bien-être et qui vous engagent. Voilà, ils nous engagent, c'est effectivement presque notre seul... Mais vous êtes assuré d'être engagé ou pas forcément? Assuré dans le sens où on a des examens, bien sûr. Non, je veux dire, vous retournez en France et vous êtes assuré de trouver une place? À condition de réussir certains examens. D'accord, non, mais dès que vous avez réussi ici, donc vous rentrez, vous êtes assuré d'avoir une place. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Elles sont, d'après ce que j'ai compris, de trois natures. La première des choses et des deux natures, c'est que c'est une institution qui est étatique et donc il y a un cadre que vous devez respecter. Maintenant, vous avez accepté cette formation-là, elle vous apporte quelque chose qui est bien, elle vous apporte une formation, donc il faut le reconnaître. Maintenant, il faut avoir la sagesse du contexte. Vous entrez dans une institution, vous êtes conscient d'un certain nombre de choses. C'est vrai que moi j'ai réfléchi tout le temps. Le futur de l'islam en Occident, c'est la quadruple indépendance. L'indépendance financière, l'indépendance politique, l'indépendance religieuse et l'indépendance intellectuelle. Il va falloir qu'on produise. Aujourd'hui, on n'a pas d'institution. Donc vous êtes venu ici et vous avez fait une formation, et ça c'est très bien.
Moi-même, je suis parti en Belgique, j'ai fait une formation avec des imams, seul à seul, pendant des heures, pour pouvoir avoir les ijazas. Donc voilà, on a dû faire, c'est rien. Donc maintenant, quand on revient, qu'est-ce qu'on fait? Vous rentrez dans une institution. Donc vous regardez le cadre de l'institution. À un moment donné, l'institution ne va pas forcément ou ne va pas vous obliger d'avoir des positions politiques qui soient en ligne avec elle. Vous pouvez, de ce point de vue-là, avoir votre liberté et rester dans votre cadre. Maintenant, vous avez la deuxième sagesse, c'est de savoir ceux qui, aujourd'hui, travaillent en France sont encore partie prenante d'une vision où ça passe par le turc, où ça... D'accord? Et ça, c'est le pays, la Turquie, qui a été le plus résistant au passage aux Français, par exemple. Parce que le fait est, il faut savoir, c'est que les deux pays dans lesquels les jeunes générations reviennent le plus au pays, le premier c'est la Turquie, la deuxième c'est le Maroc. Donc il y a beaucoup plus de jeunes qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités de travail, parce qu'il y a des possibilités, beaucoup plus qu'en Algérie, il y a très peu de retours, comparativement. Donc à un moment donné, il y a un lien qui s'est fait avec vos parents, qui a toujours été là avec la Turquie. Et donc ceux qui tiennent les institutions encore là-bas, eh bien, ils tiennent à ce que l'identité turque elle soit présente. Ce qui n'est pas mauvais en l'occurrence sur le plan de la langue, c'est pas mauvais. Donc vous, la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir comment j'entre dans ce cadre, en respectant ce cadre-là, mais en même temps en regardant le besoin des jeunes. Pourquoi? Parce que si ce qu'ils offraient répondait aux besoins des jeunes, vous n'auriez rien à dire. Mais vous, ce que vous voyez, c'est que ce que l'on offre, ça ne répond pas exactement aux attentes des jeunes et qu'il y a un gap. C'est là où vous devez être créatif. Comment, par exemple, vous pouvez, dans le cadre de votre activité, trouver un moyen d'atteindre les jeunes différemment. Pas forcément dans le même... Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il faut être créatif. On a besoin de gens qui comprennent le terrain, qui, vous voyez, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, il faut connaître où sont les rapports de force. Ceux qui vont vous dire, vous faites ça en turc, et c'est en turc que l'on parle, mais ils ont un type de rapport de pouvoir, puisqu'ils sont là. Donc vous devez savoir comment, avec ça, le besoin de la communauté, le respect de ces communautés-là, vous allez pouvoir être créatif pour trouver d'autres modes d'enseignement, d'autres modes de communication. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait un temps? À un moment donné, ces choses-là, on les avait il y a 30 ans dans les communautés algériennes, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, c'est un peu différent de vous, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on a appelé les associations entre la rue et la mosquée. Les mosquées étaient tenues par la première génération. On parle